Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette chaîne Atypique Logos. Aujourd'hui nous allons à la rencontre de Sophie pour notre toute première interview. Elle va nous raconter son parcours de vie, les hauts et les bas, l'expérience qu'elle aura pu tirer de chaque situation qu'elle aura vécue. En gros, on va essayer d'apprendre ce qu'elle a à nous transmettre, sa vision du monde, avec toutes les épreuves qu'elle aura pu rencontrer. C'est parti, nous y allons de ce pas. Bonjour à toi Sophie. Bonjour Jérôme. Comment vas-tu déjà pour commencer? Ça va très bien. Donc merci d'abord d'avoir accepté de te prêter au jeu de cette interview. Merci à toi. J'aimerais d'abord commencer tout simplement à savoir quel est ton parcours professionnel. Alors mon parcours professionnel a été tout d'abord la coiffure. La coiffure, ouais. J'ai été 30 ans dans la coiffure. Ok. Où j'ai eu la chance d'avoir une patronne d'apprentissage qui m'a bien accompagnée. D'accord. Qui m'a fait connaître aussi ce qui était la haute coiffure. Ok. Et tu as commencé à quel âge? J'ai commencé à 15 ans et demi. 15 ans et demi. 15 ans et demi. D'accord. Donc ma première année d'apprentissage, elle m'a inscrite au CAT, ce qu'on appelle le Cercle des Arts et Techniques. D'accord. Où j'allais en entraînement tous les mardis soirs. Ok. Avec des meilleurs ouvriers de France qui nous entraînaient pour d'éventuels concours. Ok. Donc j'ai commencé comme ça à apprendre un petit peu ce qu'était la haute coiffure. D'accord. Et d'avoir le privilège de rencontrer des meilleurs ouvriers de France qui nous apportaient leur savoir avec bienveillance. Mmh. Et ont su nous accompagner, nous jeunes, dans ce parcours de la coiffure. D'accord. Et dès le départ, tu as toujours voulu faire de la coiffure ou... Du tout. Du tout. Au tout début, je voulais être éducatrice d'enfants handicapés. Dès le départ, ça? Depuis très jeune. D'accord. Parce que tu avais une affinité, quelque chose J'avais une affinité avec ce monde-là. Enfin, j'aime pas trop dire ce monde-là, mais j'avais une affinité avec le handicap, les gens différents. Et la vie a fait que je me suis orientée vers un métier manuel pour pouvoir quitter le domicile familial parce que voilà, j'avais un peu de tension avec ma maman à l'époque, donc j'ai préféré m'orienter vers un métier manuel pour pouvoir quitter tôt la maison. D'accord. Donc ce que j'ai fait. Donc ça a duré 30 ans, tu m'as dit. 30 ans. 30 ans de parcours de coiffure avec des rencontres dans l'ensemble des 30 ans, des patrons agréables et qui ont su apporter. D'accord. Parce que c'était coiffure homme, coiffure femme? Alors au départ, c'était uniquement de la coiffure femme. D'accord. Et après, je me suis orientée dans la coiffure homme, puisque après, au fil des années, les salons devenaient mixtes. D'accord. Voilà. Ok. Et moi, ce qui m'intéresse de savoir sur ton expérience, c'est qu'est-ce qui a fait à un moment donné que tu as arrêté la coiffure et tu t'es orienté vers un autre métier? Alors, j'ai donc
travaillé dans 14 salons en tout, en 30 ans. Ok. J'ai rencontré, donc, j'ai travaillé chez 3 meilleurs ouvriers de France, dont un où j'ai été responsable de salon, d'un de ces salons. Ce meilleur ouvrier de France a eu des gros soucis de santé, donc est décédé, et donc les salons ont fermé. Donc moi je me suis orientée donc, dans un autre salon. Et j'ai commencé à avoir des soucis de santé au niveau des épaules, des cervicales. D'accord. Qui était lié à ton métier? Qui étaient liés à mon métier et à l'intensité, étant donné que je faisais des concours, donc c'était du lundi au dimanche. Ok. Donc en fait, voilà, c'était Des mouvements répétitifs. des mouvements répétitifs Avec et intensifs, puisqu'il n'y avait pas de ouais, temps c'est ça. de pause en fait. Et puis de récupération. Et de sûrement. récupération, Ouais, voilà, ok. exactement. Donc finalement, j'ai passé ce qu'on appelle comment dirais-je, les visites médicales annuelles. Ouais. Et il s'est avéré que le médecin du travail m'a arrêté un vendredi à 14h sur le champ. Il m'a D'accord. mis inapte directement. Donc ça a été... Comment tu l'as vécu ça a été. Sur le coup, pour moi, c'était juste une quinzaine de jours. Oui, un arrêt maladie. Un arrêt maladie Ok. classique. Et au fil du temps de l'arrêt, en fait, non, c'était assez grave ce que j'avais. D'accord. Et je ne pouvais pas reprendre le travail puisque je pouvais avoir une section des tendons. D'accord. Donc, j'ai été 9 mois en arrêt. Ok. Avec une possibilité de reprendre, mais ne plus du tout exercer la coiffure. Je pouvais être au sein d'un salon, Oui, mais juste à l'accueil, à la réception, voilà, gérer une téléphonique, équipe, ouais, ok. voilà. Sauf que dans le salon où j'étais, c'était pas possible. D'accord. Donc là, a fallu s'orienter à une nouvelle orientation professionnelle. Mais à 44 ans, c'est pas simple. Déjà, il faut faire le deuil de son métier. Ouais. Il faut faire... je veux dire, c'est pas un choix, c'est un fait. Voilà, tu dois y faire face par obligation. C'est ça. Donc, pendant mes 9 mois d'arrêt maladie, pendant mon arrêt, en fait, j'ai eu une opération, et j'ai décidé de me prendre en main, de me dire, mais qu'est-ce que je peux faire à 44 ans? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie professionnelle? Ouais. J'ai un mari, j'ai un fils, et mon fils était encore jeune, donc il fallait rebondir. Voilà. Donc j'ai décidé de faire pendant mon arrêt au Greta une remise à niveau. Ouais. Et puis un bilan de compétences surtout, pour savoir ce que je pouvais faire et prétendre, comme j'avais qu'un CAP, un brevet professionnel, ce que je pouvais avec ça faire. Ouais. Et sans bac, c'est compliqué de s'orienter. D'accord. Donc, j'ai fait des tests via ce Greta, avec des psychologues, des professeurs, pour voir le niveau scolaire. Oui. Et ils m'ont dit que je pouvais prétendre à faire un bac. Ok. Ce qu'ils appellent une équivalence. C'est des épreuves de bac, ce qu'on appelle le DAUA. Moi, il y a le A et le B. Moi, j'ai choisi la partie littéraire. Donc, il y avait une sélection au centre universitaire d'Angers. Et puis, là, j'ai commencé les cours du soir. T'es retournée sur les bancs de l'école, quoi. Je suis retournée sur les bancs de l'école. Comment ça a été, ça? C'était des cours du soir, en fait. C'était des enseignants,
enfin des profs qui faisaient des cours dans la journée aux élèves et qui le soir faisaient cours aux adultes. Donc moi, ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est ton rapport à l'école. Comment il était à ce moment-là, comment il a été toute ta vie et comment il est redevenu présent à toi lors de cette reconversion obligatoire et lors de cette revenue sur les bancs d'école. Est-ce que ça a été simple pour toi ou pas? Alors, l'école pour moi, ça a toujours été très compliqué, puisque j'aimais pas l'école. J'aimais pas la façon dont les enseignants prenaient les élèves comme moi. Maintenant, je sais que je suis atypique, donc voilà, on était un petit peu dans le fond de la classe et qu'on n'allait pas faire grand-chose de notre vie, quoi, en fait. L'école, ça n'a jamais été quelque chose de passionnant. Et puis on t'a pas transmis de passion. Et puis voilà. Donc tu avais quand même une image assez négative sur le sujet. Oui. Et le fait d'y retourner, ça a été. Comment tu as géré ça, toi? Alors, le fait d'y retourner, en fait, j'avais plutôt la posture d'adulte et la posture de pouvoir éventuellement, entre guillemets, me rebeller si jamais j'avais un prof qui avait des réflexions plus ou moins déplacées et désagréables. J'étais plus du tout en posture d'enfant face à un enseignant adulte. Enfin, je veux dire, c'était... l'échelle de relation n'était plus du tout la même. Voilà. Donc là, c'était pas tout à fait la même approche. Mais je l'ai pris quand même. J'ai été assez contente de retourner à l'école. Parce qu'en fait, j'avais cette maturité, 44 ans, j'avais cette maturité de vouloir apprendre et de me dire que je suis capable. Même si j'y arrive pas, même si je n'ai pas mon diplôme, mais au moins, j'ai envie d'apprendre et j'ai envie de faire. Et puis c'est ce qu'on d'être dans... On en avait parlé aussi un petit peu avant de préparer cette interview, de se dire, c'est ce que tu m'as dit en fait, de dire en fait j'ai pas le choix, quoi. Il faut que je... J'ai pas le choix parce que, comme je disais au début, j'ai un mari, j'ai un fils et on avait une maison à payer, puisqu'on est propriétaire, donc on avait les charges, l'emprunt qui était là, et il faut avancer, on n'a pas le choix. Donc faut faire. Il faut être dans l'action et non se dire oh, mon Dieu, comment je vais faire. Non, il faut plutôt. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Après, chacun a sa façon de gérer cette épreuve, en fait. Moi, j'ai plutôt été dans l'action et dans le rebondissement. D'accord. Il faut se bouger, quoi. Bouge. Bouge. Sinon, personne si tu n'y arrives pas, tant pis, mais au moins j'aurais essayé. Voilà. En fait. D'accord. C'est ça. Et se donner les moyens. Et ça t'a amené à quel métier? Tout ce retour au banc d'école, déjà, est-ce que tu as obtenu tes diplômes? Oui. D'accord. Oui. Et après, j'étais bien accompagnée. Les enseignants du DAU là, à l'université d'Angers sont très bienveillants et nous accompagnent super bien. La directrice était extraordinaire, de bons conseils. Les enseignants étaient toujours là pour nous expliquer si on n'avait pas compris le cours. Enfin, voilà. Il y avait là-dessus, il y avait un super accompagnement. D'accord. Donc suite à ce bac et puis au Grétage, mon orientation, quelle orientation je pouvais avoir, je pouvais faire, c'est décliner le monde du handicap, ce que je voulais faire dès le départ. Et puis je me suis orientée vers le métier d'AMP, aide médico-psycho. Alors maintenant ça a changé l'appellation, je ne sais plus exactement maintenant comment ça s'appelle, mais ça a changé d'appellation.
Et pour faire ce métier, il fallait faire un prépa concours, parce que c'est un concours d'entrée à cette école. D'accord. Donc là, a fallu que je sonne à la bonne porte pour pouvoir faire ces prépa concours. Et l'année où j'ai demandé, c'était un mois avant les rentrées à cette école, et ils n'en prenaient que 76. Et ils en avaient déjà 74. D'accord. Donc, il y avait une chance, mais la fenêtre de tir était très limitée. Voilà. Ok. Et voilà, donc j'ai tenté quand même ma chance. Donc j'ai passé un entretien avec la directrice. Et puis, je ne m'étais pas du tout préparée à cet entretien. D'accord. Je ne savais pas que via cet entretien, j'allais avoir cette sélection, enfin j'allais être prise ou pas. Ouais. Mais je ne le savais pas. D'accord. Et finalement, j'ai été prise. Ok. Donc j'ai fait 6 mois de prépa concours pour rentrer à l'école. Ouais. Et pendant cette prépa, il fallait faire des stages. D'accord. Donc j'ai fait un stage dans une maison de retraite, dans un EHPAD, pendant 3 semaines, où ça s'est très mal passé. D'accord. Parce que ils cherchaient plutôt des bras. D'accord. Et dans l'action de faire, et du coup, moi, je ne m'y retrouvais pas, parce que c'était juste un stage de découverte, en fait, pour voir si je voulais plutôt être en gériatrie, ou en maison d'accueil spécialisée, ou en IME, enfin, voilà. Et là, ça a été 3 semaines de cauchemar. De cauchemar, puisque le premier jour, je commençais à 8h le matin, et là, on m'a ouvert la porte d'une chambre, et là, on m'a dit, vous allez changer la petite mamie, elle a une poche fécale, une poche urinaire, allez-y, je vous montre comment faire, et après, c'est à vous. Donc là, non, c'était pas du tout... Enfin, l'approche n'était pas du tout... Elle a été violente pour toi, en fait. Oui, c'est ça. Donc ça, c'était le premier stage. Et le deuxième stage, j'avais qu'une semaine de stage. Et c'était en maison d'accueil spécialisée, ce qu'on appelle la masse. Et là, c'était pur bonheur. Je suis tombée, parce que dans les masses, dans les maisons d'accueil spécialisées, il y a des unités avec 13 résidents par unité. D'accord. Avec divers handicaps. Là, des éducateurs, des AMP, des médecins, des infirmières, super bienveillants. Et là, ça a été le pur bonheur dans ce stage. D'accord. Ce qui fait que le directeur m'a proposé de rester et de passer éventuellement mon diplôme d'AMP au sein de la maison d'accueil spécialisée. Donc, dans un premier temps, je faisais tous les remplacements pendant les vacances, et juillet-août. Tous les collègues qui partaient en vacances, en fait, je les remplaçais. D'accord. Et puis, c'est avéré que, comme j'avais des problèmes d'épaule, de cervicale, c'est revenu. Voilà. Mais beaucoup plus important, parce que là, on travaille avec des êtres humains. Donc, quand il faut les déplacer de leur fauteuil, du chariot-lit, les faire chariot-douche, c'était pas possible. D'accord. Donc, j'ai été obligée d'arrêter. Ok, donc là, grosse déception. Grosse déception, oui. Grosse déception. Faut encore rebondir. Donc, il faut encore rebondir, mais toujours cette envie de rester dans le handicap, dans l'accompagnement des personnes différentes. Et donc, j'ai cherché, et on m'a proposé d'être ce qu'on appelle au départ AVS.
Oui, je me rappelle de ce terme, ouais, ok. AVS, tout simplement, voilà. Mais bon, très peu rémunéré, très peu d'heures. Mais bon, j'ai essayé. Donc, comme j'étais en incapacité, enfin, on a le droit à 6 ans à la place de 3 ans. D'accord. Donc, j'ai pu avoir un contrat de 6 ans Ok, d'AVS. Après, ça a changé. On est devenu AESH. ouais, Et puis, maintenant, ça va faire 13 ans. d'accord. 13 ans que je fais ça. Donc, j'ai travaillé 8 ans en ULIS, Ok. Ulysse, c'est quoi? unité localisée d'inclusion scolaire. Ok, Donc, ce sont des classes qui n'ont pas plus de 12 élèves. ok, Et on accueille les enfants du CP au CM2 d'accord. dans la même classe. Ouais, Et à des temps donnés dans la journée, ils peuvent aller dans leur classe d'âge, avec ce qu'on appelle une inclusion, avec le professeur de leur classe d'âge. d'accord. Et ils reviennent après dans l'ULIS. D'accord. Voilà, donc ça fait 13 ans maintenant que je... Et tu es épanouie et heureuse? Épanouie et Ouais. heureuse. Épanouie et heureuse. Donc maintenant qu'on a vu en détail tout ton parcours, je dirais professionnel, Oui. ce qui m'intéresse sur cette deuxième partie, ça va être la découverte de ta singularité et de ton atypisme. Je ne sais toujours pas si ce mot existe, mais en tout cas, moi, je l'utilise. Et cette réflexion de cette singularité, comment tu l'as découverte et qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton quotidien? Alors, je l'ai découverte par hasard, Ouais, grâce à mon frère, ouais, qui lui aussi est atypique. c'est dingue. Et, donc, il m'a expliqué ce qu'était que... On va juste faire une petite parenthèse. C'est ma sœur. Voilà. Il n'y a pas de hasard, mais je voulais pas le dire dès le départ pour ne pas, comment dirais-je, fausser cette interview. Mais maintenant qu'on attaque les sujets de la sensibilité, Oui. on va aller vers cette vérité, cette honnêteté. Sophie est ma sœur, donc. Donc tu l'as découvert comme ça. Je l'ai découvert comme ça parce que ça a toujours été, dans mon enfance, très compliqué déjà à l'école. On ne rentre pas dans le cadre scolaire. Ouais. On est en marge de la scolarité. Les enseignants nous prennent pour des débiles. Enfin, moi, je l'ai eu. Hein. Votre fille est débile, madame, il faut consulter. Hein. Elle a un problème. Elle a un problème. Hein. On consulte et finalement, les psychologues, non, elle n'a rien. Elle est tout à fait normale. Elle a des réactions normales. Et puis à l'époque, c'était pas du tout démocratisé. Pas du tout. Et puis tout au long de ma vie, donc comme je vous disais, j'étais en coiffure. Quand je discutais avec mes clientes, quand elles m'expliquaient certaines choses ou quand elles se confiaient, parce qu'on est un petit peu psychologue, nous coiffeurs par moment, je prenais vraiment leur émotion, enfin je vivais ce qu'elles me racontaient, comme si c'était moi en fait C'est ça. Une qui- très très grande empathie, quoi. voilà. Hyper empathique. Et souvent hein, dans ma clientèle, les clientes ou les clients me disaient non, je préfère passer avec Sophie parce que c'était un temps pour eux où ils avaient vraiment besoin de parler, de se confier quoi. et d'évacuer. Et en Toi, fait, t'étais une éponge. voilà. Ok. Mais je ne le savais pas à l'époque. Et puis dans le quotidien, la perception des choses, la perception des gens, on
on n'a pas du tout la même... on ne perçoit pas du tout le monde qui nous entoure comme des normaux pensants. Ouais. C'est difficile à expliquer ce qu'on ressent, ce qu'on vit. Ouais. Nos émotions sont super développées, quoi. Donc, est-ce que ces émotions qui ont été suréminentes, on va dire, elles t'ont posé problème dans ta vie Oui, oui, au rapport aux autres, oui. Ouais. On essaye de se faire des amis, d'être comme tout le monde. C'est ça. Mais on n'est pas comme tout le monde. Ce besoin de s'adapter tout le temps, c'est ça? Besoin de s'adapter tout le temps. Besoin de s'adapter tout le temps et de faire comme tout le monde, en fait. C'est ça. Et on n'est pas, je veux dire, on a besoin, enfin moi, en ce qui me concerne, on a besoin d'être seul. Ouais. J'ai des moments dans la journée où j'ai besoin d'être seul. De se retrouver, ce qui nous entoure nous pollue, enfin c'est très... Cette hyperesthésie en fait. Oui, en plus je suis hyperesthésie. L'hyperesthésie, enfin moi c'est surtout le bruit. D'accord. Tout ce qui est son, c'est très compliqué. Ouais, ça a des... Donc pour la petite parenthèse, là il y a eu une étude au Canada qui a bien démontré que cette hyperesthésie, de l'hypersensibilité, elle active des zones du cerveau qui sont similaires à la douleur. Donc ça c'est acté aujourd'hui, c'est prouvé par cette étude. Donc toi c'est comme une agression en fait. Hein. Oui, c'est ça. Mais même à la maison, hein, si mon mari par exemple à table joue avec sa fourchette, ou enfin pas joue avec sa fourchette, mais oui. Je veux dire ça me parasite, je suis dit arrête. Et c'est relatif aussi à ton niveau de fatigue? Est-ce que tu es plus sensible quand tu es fatigué, un peu plus? Oui. Ouais. Oui, c'est plus accentué, on va dire. D'accord. Mais c'est toujours là. D'accord. Là, je vois cette année, bon, j'ai fait une parenthèse professionnelle cette année. On m'a proposé un poste d'assistante pédagogique où j'ai des adolescents polyhandicapés, surtout la trisomie 21. Et donc, je m'en occupe toute la journée et j'ai besoin, le temps du midi, j'ai que 20 minutes, mais j'ai besoin de ce temps où... se recentrer, quoi. Voilà. Ouais. L'effet bulle, l'effet on se recentre et on peut rattaquer après, quoi. Je ne peux pas, on m'a proposé d'aller déjeuner au réfectoire avec les enseignants, puisqu'on a une salle pour nous. Oui. Je ne peux pas. Je ne peux pas parce que ça va m'obliger encore à me concentrer au niveau du bruit, au niveau de l'interaction, avoir un dialogue pendant que je mange, de faire l'effort, d'être socialement comme tout le monde. Ouais. Et j'ai pas envie. Physiquement, je peux pas. Ouais. Tu vas dépenser beaucoup trop d'énergie pour ta journée. Et j'ai besoin avec une accumulation sur une semaine, c'est pas gérable du tout. Non, j'ai besoin de ce temps où je vais dans ma classe et je... Est-ce que tu en as parlé de cette hypersensibilité à tes collègues et autres, justement? Comment tu vois le regard des autres maintenant que tu te connais un peu mieux toi? Est-ce que ce regard il change et est-ce que toi tu communiques un peu plus sur ta singularité aussi? Alors j'en ai parlé, ouais. Mais personne n'entend. D'accord. Personne n'entend parce que d'abord ils ne savent pas ce que c'est. Ouais. Et ils ne se penchent pas sur le sujet. Ah oui, tu es hypersensible, oui, c'est parce que tu prends trop les émotions. Même si on creuse le sujet, même si on explique, même si on détaille ce que c'est que l'hypersensibilité, non, on est invisible. Donc toi, on se décale. On fait ce qu'on a plus ou moins fait
toute notre vie, on prend de la distance. On prend de la distance. Pour pas que ça t'impacte. Non, voilà. Et puis, les gens n'essayent pas de nous connaître, n'essayent pas de comprendre ce qu'est l'hypersensibilité. Ouais. Ce qu'est prendre à cœur les choses, prendre à cœur un individu en face de soi qui sans parler de problème, mais qui a une interaction avec nous, Non, ils n'essayent pas de comprendre ce qu'on ressent, ce qu'on vit dans notre corps, dans nos... Ouais. Et avec les enfants avec qui tu travailles, comment ça se passe? Alors, les enfants avec qui je travaille, enfin les jeunes, oui. À partir de l'adolescence, on ne dit plus... Oui. Moi, je trouve que pour eux, ils sont déjà dans un... Donc, moi, je dis plutôt les jeunes. Alors, dans le handicap, justement, ils ont une hypersensibilité. Et justement, les ados avec qui je suis le ressentent. Le ressentent parce qu'ils sont déjà hypersensibles eux aussi. Et ils sont sans filtre, en fait. Ouais. Donc, toutes les émotions que je dégage, il y a des jours, comme tout le monde, on est plus ou moins fatigué, plus ou moins, voilà, ils le perçoivent de suite. Ils ont cette particularité aussi. Ouais. Beaucoup dans le regard. Beaucoup dans le regard. J'ai une autiste, mais c'est une autiste sévère, donc c'est plus compliqué. Mais dans l'autisme d'enfants dont je me suis occupée, ils sentent notre empathie, plus, notre singularité. Ils le sentent, ils le perçoivent. D'accord. Et ça se manifeste beaucoup chez ces enfants-là dans le regard. Ouais. C'est très profond. Moi, c'est comme ça que je vois qu'ils sentent. D'accord. Et notamment un élève que je pense, ils sont très tactiles aussi. Pour certains, pas tous, mais sans exprimer à la fin de l'année, avant les vacances, ils sentent qu'on est plus ou moins fatigué, donc ils se penchent la tête contre mon épaule. Il y a quelque chose qui se passe. Donc c'est beau ça, franchement. Oui. Ouais. Ah oui, il nous apporte tellement. On s'est coupé, je trouve, un peu de ce lien entre individus tactile et ce lien de réelle bienveillance et sans jugement. C'est ça. Et sans dire grand-chose. C'est ça. Sans parler, Voilà. Juste un regard. Juste une main qui se pose. Juste prendre le temps. C'est ça. Exact. Juste prendre le temps. Ouais. Et moi, j'ai ce privilège cette année de vivre ça. Juste prendre le temps. Bon, on fait de la canithérapie, cynothérapie avec les animaux, avec les chiens notamment, mais voilà, c'est des moments où ils sont heureux, ils sont bien, et on prend le temps. On se pose. D'accord. Je te remercie beaucoup. Je vais juste terminer cette petite interview en te posant une question qui t'appartient, avec la réponse qui va t'appartenir, mais comment toi, maintenant que tu commences à je dirais, te connaître de plus en plus, comment tu vois le monde dans lequel tu interagis aujourd'hui? Comment tu penses le monde aujourd'hui, toi, avec ta singularité et ton expérience? Comment je pense le monde? Eh bien, le monde, pour moi, est fermé. Ouais. Il n'y a plus de communication d'être humain à être humain. Il n'y a plus de regard. Il n'y a plus d'attention de ce
de ce qu'est l'individu en face de soi. Comment on peut observer comment il est par sa posture, s'il est renfermé, s'il ne va pas bien, s'il a les bras croisés parce qu'il a mal dormi, ou dire « Ah bah tiens, t'es pas bien aujourd'hui, un tel, ah oui, j'ai mal. » Ça, il n'y a plus ça. Ouais. Tout le monde est fermé, tout le monde est avec son portable, avec ses écrans, tout le monde passe par là. Ouais. Mais il n'y a plus cette observation de l'autre. Et ce rapport direct, en fait. Et ce rapport direct, Ouais. oui. Il y a plus ça. Il y a plus... Tout est le tempo est donné sur le travail, les enfants, les faire comme tout le monde, avoir sa maison, ses enfants, une belle maison, et puis les vacances, et t'as été où, et t'as fait... Voilà, ça. Mais la simplicité de tous les jours, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ces moments simples de la vie. Oui. C'est toujours plus, toujours mieux que l'autre, toujours... Enfin, je me retrouve pas dans ce monde. Enfin, j'ai jamais été... Oui. J'ai jamais été trop dans ce monde. Et ce décalage... Le monde de paraître. Ouais. Paraître et être. Oui. Mais pas être dans son cœur, dans le respect de comment est l'autre, en fait. Oui. Pas dans l'observation, pas dans... Oui, pas dans l'observation. Et c'est un phénomène que tu penses qui s'accélère, Ah oui, enfin, qui s'accélère, oui. Les gens, enfin pour moi, hein, c'est peut-être fort, mais les gens sont fous, quoi. Sont vite, toujours plus vite. Ouais. On fait les courses, ça, enfin, je veux dire, tout est vite, tout est... Et il n'y a rien qui est vécu, en fait. Et voilà, il n'y a rien de profond, il n'y a Ouais. rien de vrai. Enfin, c'est superficiel pour moi. D'accord. Donc, moi, je suis très, très fermée au monde. D'accord. Je suis bien chez moi. Ouais. Tu as besoin de ça. Oui, je suis bien dans ma nature, Ouais. avec mon chien, avec les oiseaux, avec la nature, ce qui nous entoure. Comment est la nature. Bon, les saisons sont bien Perturbé. bien perturbées aussi, Ouais. là aussi. Hein, Comme les le monde, saisons, en fait. voilà. C'est le reflet du monde, en fait. Ouais. Je te remercie infiniment. Et comme j'avais l'habitude de le faire durant mes premières vidéos, je vais te poser une dernière question. Quel est pour toi le sens de la vie? Alors pour moi, le sens de la vie, c'est prendre le temps, chose qu'on n'a plus. Nos anciens avaient le temps, prenaient le temps de faire les choses. Oui. Même s'ils se levaient tôt, ils travaillaient dur puisqu'il n'y avait pas tout le modernisme actuel, mais ils prenaient le temps de la vie. Des petites choses, mais ils prenaient le temps. Et maintenant, nous n'avons plus le temps. Nous ne prenons plus le temps de prendre le temps. Eh bien, écoute, je te remercie infiniment Merci à toi. d'avoir commencé cette série d'interviews. Merci du temps que tu m'as accordé. Et puis, je te souhaite, comme à tout le monde, comme à tous ceux qui nous regardent, un très beau reste de vie à toi. Merci à toi, mon petit frère. Merci à toi, ma grande sœur. Bisous. Bisous.